Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 19 février 2025. En manchette aujourd'hui, on vous parle de quelques sorties culturelles à faire d'ici les prochains jours. Donc, la première nouvelle, on vous parle du Biophare qui accueillera la conférence de Michel Leboeuf intitulée « Les champs perdus de la nature » le dimanche 2 mars à compter de 13h30. À travers cette présentation, l'auteur et biologiste partagera sa passion pour les écosystèmes et la diversité sonore en mettant en lumière l'importance des sons dans la nature et les menaces qui pèsent sur eux. Cette conférence est une occasion de découvrir notre environnement sous un angle inédit en prêtant une oreille attentive aux paysages sonores qui nous entourent. L'événement est gratuit, mais les inscriptions doivent se faire en ligne sur le site du Biophare. Ceux qui souhaitent soutenir les conférences pourront faire un don sur place. M. Leboeuf est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages documentaires sur la faune et la flore, dont son plus récent essai « Les champs perdus de la nature ». Deux de ses précédents livres lui ont notamment valu d'être à 2 reprises lauréat du prix Hubert Reeves, couronnant le meilleur ouvrage de vulgarisation scientifique en français au Canada. Il a été rédacteur en chef du magazine Nature sauvage pendant plus de 10 ans et directeur général de la Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière. Vraiment une conférence très intéressante qui nous font prendre conscience des bruits qui nous entourent, des sons de la nature qui de plus en plus se perdent à cause d'un environnement sonore, on pourrait dire, agressif. Maintenant, on vous parle du crapaud, le crapaud qui est situé à Saint-Félix-de-Valois, qui vous invite ce 21 février prochain à un 7 à 9 en plateau double avec autour de l'accordéon. Le duo Lanaudois Charbonneau-Sauvé y présentera des compositions originales ainsi que des pièces traditionnelles actualisées. Le jeu de l'accordéoniste Louis Charbonneau est enrichi de différentes sonorités proposées par le multi-instrumentiste Marc-Antoine Sauvé, mandoline, guitare, percussion, nous transportant dans plusieurs atmosphères variées. Ils seront suivis du duo Nolek, originaire de Gatineau. Patrick Noët fait partie de la 6e génération d'accordéonistes dans sa famille. Il devient rapidement un virtuose de l'accordéon diatonique. Le répertoire de John G. Kemmel et le répertoire irlandais n'ont plus aucun secret pour lui, en plus d'avoir plusieurs compositions à son actif. Accompagné de son père Christian Nollet à la guitare, le duo est produit sur plusieurs scènes partout au Québec. En 2022, ils ont réalisé aussi un album avec Martine Billette, musique trad du Québec. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance, on va écouter un extrait du duo Charbonneau-Sauvé qui va être présenté au crapaud.
On vous rappelle que le Crapaud est situé à Saint-Félix-de-Valois et c'est une entreprise d'économie sociale culturelle. Sa mission est de collecter, sauvegarder, diffuser et transmettre le patrimoine oral de la région de Lanaudière. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Maintenant, pour les anniversaires, aujourd'hui, il y a le 19 février. Bon anniversaire à Muriel Désy de la part des filles d'Isabelle. Maintenant, le ministre responsable des aînés, ministre délégué à la santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sonia Bélanger, a annoncé aujourd'hui que la Commission sur les soins de fin de vie vient de déposer son plus récent rapport quinquennal faisant état de la situation sur les soins de fin de vie au Québec. Celui-ci couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. Ce rapport représente à travers 12 chapitres un état de la situation sur les soins palliatifs, les soins de fin de vie, la sédation palliative continue, l'aide médicale à mourir et les directives médicales anticipées au Québec. On y retrouve plusieurs renseignements et données qui seront utiles aux personnes qui s'intéressent à la situation sur les soins de fin de vie, notamment en recherche dans les milieux décisionnels. Ces 5 années ont été une période comportant de grands changements législatifs tant au Québec qu'au Canada. De grands débats médiatisés quant à l'élargissement des lois ainsi que des circonstances exceptionnelles, notamment la situation pandémique. Dans son rapport, la Commission présente et reconnaît l'évolution qu'a connue le Québec dans ce domaine. Elle porte un regard analytique, voire critique, et émet des recommandations sur les éléments à améliorer dans l'effort de soins et de services en ce qui concerne les soins de vie destinés, entre autres, aux personnes souffrantes et à leurs proches. On se rappelle que les décès par l'aide médicale à mourir est passé de 1,9 % à 6,8 % entre 2018 et 2023, illustrant une normalisation progressive de cette pratique dans le parcours de soins de fin de vie. On assiste aussi à une stabilisation des demandes d'aide médicale à mourir. 14 000 Québécois et Québécoises ont reçu l'aide médicale à mourir depuis 2018, une pratique qui évolue avec l'entrée en vigueur de la demande anticipée dès octobre 2024. L'acceptabilité sociale de l'aide médicale à mourir est indéniable. Une adhésion croissante de la population et des professionnels et professionnels de la santé ont été constatés, ce qui confirme que le Québec est un leader en la matière. Une vaste majorité des patients et des patientes ayant recours à l'aide médicale à mourir avaient déjà reçu des soins palliatifs, confirmant que ce choix repose sur une décision éclairée et accompagnée et non sur un manque d'accès aux soins. Rappelons que depuis la fin de la période couverte, de nombreux changements sont survenus. On parle depuis décembre 2023 que les maisons de soins palliatifs ne peuvent exclure l'aide médicale à mourir des soins qu'elles offrent dans leur établissement.
On parle aussi que depuis le 7 mars 2024, une personne ayant une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes est admissible à l'aide médicale à mourir. Depuis le 31 octobre, une personne ayant reçu un diagnostic de la maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins peut formuler une demande anticipée d'aide médicale à mourir et obtenir celle-ci si toutes les autres conditions sont respectées. Maintenant, on changera de sujet et on continue avec une entrevue, avec une suite de notre entrevue avec Mme Odette Sarrazin. Cette fois-ci, elle nous parle des Amis de l'environnement de Brandon. Les Amis de l'environnement de Brandon, bien, ça, je pense que c'était un de tes beaux succès, on pourrait dire, au fil des années, puis l'importance de remettre Brandon sur la map, mais dans le bon sens. Okay. Faire prendre conscience aux gens. Bien, c'est ça. Ben, j'ai pas beaucoup de mérite avec les Amis de l'environnement de Brandon, parce que c'est quand même une organisation qui date de 1994. C'est ça, pour ça que je te dis. Moi, j'étais pas là en 1994. J'ai commencé à m'impliquer avec eux des années 2000. Mais quand même. 2000, mais comme j'étais au travail, là, je suis à la retraite, ça me permet d'avoir des belles activités de loisirs. C'est ça. Et de faire des belles rencontres. Mais c'est important encore. Il y a beaucoup de mobilisation qui se fait au niveau de Brandon. Oui, mais c'est ça, justement. C'est pour ça que ça a bougé l'année passée, là. C'est que je vais faire juste un petit brin d'histoire. C'est qu'on avait créé un comité qui s'appelait Saint-Gabriel, une collectivité, en 2021. Et là, on a mené des dossiers puis tout ça, mais c'était un peu difficile à s'organiser. Fait que donc, puis j'avais aussi le CVH Brandon, Comité de vigilance et de Brandon. Fait que qu'est-ce qu'on a demandé aux Amis de l'environnement? Est-ce qu'on pourrait se regrouper et être sous le chapeau des Amis de l'environnement? Fait que donc, c'est ce qu'on a fait. On a pour unir nos forces avec les Amis de l'environnement, fait que collectivité, Saint-Gabriel collectivité puis CVH, Comité Vigilance Hydrocarbures Brandon, on est devenu le Comité Vigilance de la Brandonnie. OK. Là, on travaille là-dessus, c'est ça, pour se faire connaître. Donc, vous êtes les premiers, notre première sortie. Ah, c'est bien. Fait qu'on est en train, c'est ça, de regrouper tout ça pour continuer, c'est ça, à aller dans nos conseils municipaux. La mission pour le Saint-Gabriel collectivité, qui était une de nos missions, là, d'être toujours en contact avec nos conseils municipaux, ça se poursuit. Et il y avait aussi des contacts avec Maire au front. Fait que donc, on continue nos activités. Puis avec le comité Vigilance Brandon, bien là, tout le côté regroupement Vigilance Énergie Québec, bien là, qui a changé de nom aussi l'année passée. Fait que donc, on regroupe tout ça pour mener les activités, mais les amener, les mettre sous le chapeau des Amis de l'environnement de Brandon. Oui. OK, donc, vas-y. On allait dire au niveau des municipalités dans la région de Brandon, tu as un bon accueil encore, les maires, les choses sont conscients qu'il faut faire quelque chose parce que, premièrement, vous avez un magnifique lac à protéger. Oui, bien là, c'est ça, justement, cette collectivité a permis la création d'un comité du lac Masquinongé. Fait que là, maintenant, on a les Amis du lac Masquinongé. Fait que cette collectivité a été un moment, c'est ça, de rencontre pour mettre des choses en place. Et c'est ça, pour favoriser, c'est ça, toujours un meilleur climat écologique dans nos régions. Parle-moi de vos fameuses, je pense que dans le cadre, vos fameux nettoyages de bord de route que vous faites. Ça, là, vous ramassez beaucoup d'année en année, on a beau faire de l'enseignement, faire de l'information, vous en ramassez encore des kilos, vous en ramassez encore quelque chose. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est le comité, c'est ça, c'est un autre comité des Amis de l'environnement, qui est le comité qui s'appelle Nos bords de route, je la ramasse. Et donc, eux, oui, puis c'est ça, on a une corvée le 3 mai. Oui, il y a toujours des choses qui se ramassent et tout ça, mais c'est ça, c'est d'aller dans la sensibilisation. Il faut que les gens comprennent qu'il faut arrêter de faire des déchets. Et il faut aussi comprendre qu'il faut modifier notre consommation. Oui. Ça, c'est difficile. Ça, en tout cas, c'est un gros défi pour beaucoup de personnes, puis pour nous. Là, pour nous aussi. Mais là, avec les nouvelles règles de consignation que je pense... Est-ce que j'ai bien entendu que c'était le 1er mars, mais il n'était pas équipé pour le prendre? En tout cas, ça a l'air d'être compliqué, là. Avec la consigne, bien c'est ça, il y a un changement au niveau de la gestion, là, présentement, des matières résiduelles au Québec, qui vient de débuter en janvier avec Éco-entreprise.
pour que ce soit plus simple pour les gens, pour mettre dans le bac de récupération. Fait que c'est aussi ça avec le comité, là, nos bords de route du Maramas. Ça fait partie aussi de la campagne de sensibilisation qu'on va donner aux gens, puis qu'on va donner de l'information aux gens. Là, on va avoir des conférences, dont une que je peux tout de suite annoncer, qui est la conférence, c'est le 24 avril. Peut-être on va avoir l'occasion de se revoir, de s'en reparler, avec Simon Paris-Poupard, qui a écrit le livre Ordure, Journal d'un vidangeur. Il va être à Saint-Gabriel le 24 avril, en soirée, pour un... En passant, c'est un bon best-seller, hein, il a créé beaucoup de questionnements et de réflexions auprès des gens. Bien, c'est ça, c'est parce que lui a humanisé tout. Tu sais, les matières résiduelles, tu sais, quand on les voit plus, ils sont partis. Puis on est dans le sac, on s'en occupe plus. On s'en occupe plus, puis il y a quelqu'un qui s'en occupe. Comme le geste d'arriver puis de jeter sur le bord du chemin. Bien, c'est ça, tu sais, on ne prend pas conscience des impacts que ça a. Fait donc, avec Simon, bien. C'est très bien. On espère, en tout cas, on pense que ça va toucher le cœur des gens. Bon, c'est ça qui est important. Que je pense qu'on a pas mal fait le tour. Bien, peut-être je voudrais juste annoncer. Bien, vas-y. Dernière chose. Bien, oui, vas-y. C'est que présentement, nous, on a un dossier chaud dans la MRC de Daudet et la MRC de Joliette, dont le dossier du site d'agrandissement. Mais présentement, qu'est-ce que je comprends? Il n'y a plus rien présentement. Tout a été cancellé. Tout a été annulé. Parce que là, ils ont annulé un peu en disant que EBI, moi, ce que j'ai vu, c'est que EBI renonçait à faire une demande présentement. Tu l'as pas vu, celle-là? Je ne l'ai pas vu passer encore, mais en tout cas, donc, mais c'est ça. Non, mais c'est quand même un gros dossier. C'est un gros dossier, puis là, il y a un comité citoyen qui vient de se former, qui est le regroupement citoyen pour une gestion responsable du territoire et de l'environnement. Oui, je comprends. Fait que donc, vous allez entendre parler de ce regroupement-là de citoyens. Et c'est pour que les vidanges, nos balais, tout ce qui arrive dans le site d'enfouissement viennent de chez nous. Viennent de chez nous. Parce que là, on apprend. C'est ça, quand on commence à fouiller les dossiers, bien, on a des informations. Non, je suis entièrement d'accord avec toi parce que la réaction même du CPTAQ en disant on peut l'envoyer du côté de Sainte-Geneviève au lieu d'envoyer. C'est parce que les municipalités, ici dans le coin, on l'a couvert parce qu'on en a parlé dans les conseils municipaux, que tout avait été. Il y avait eu des résolutions ou des argumentaires qui avaient été envoyés. Le BAP avait refusé que le site, en tout cas, n'avait pas recommandé le site d'enfouissement en 2005. C'est ça. Mais il y a eu un décret. Puis là, présentement, c'est ça, mais c'est une problématique aussi provinciale. Parce que là, présentement, les sites d'enfouissement, le gouvernement les accepte tous. Même s'il y a des recommandations de... Moi, je comprends très bien ton point de vue. Mais comme je te dis, je suis contente de savoir que ça existe parce qu'on va en reparler. De qu'est-ce que j'avais cru comprendre pendant le temps des fêtes, c'est que EBI avait décidé de suspendre ses demandes et tout, bien car ça peut-être d'autres informations. C'était la MRC de Joliette qui devait modifier son schéma d'aménagement pour favoriser l'agrandissement. Et là, c'est ça, ils ont remis ça plus tard. Il semblerait jusqu'en 2026. Mais ça, nous autres, ça. Mais c'était ça. Il faut rester vigilant. C'est important d'avoir une vigilance sur ça. Si on le fait et on attend qu'il est trop tard, je suis entièrement d'accord avec toi, que la journée que ça nous retombe dessus, il vaut mieux prévenir. Vaut mieux que le faire avant que les choses arrivent. Je suis entièrement d'accord. Pourquoi on a réussi avec TransCanada NRJS? Parce que le tuyau n'était pas encore rendu. Pourquoi c'est difficile avec Enbridge ligne 9B? Parce que le tuyau, il est là. Il est là, fait que quand on peut éviter que les problèmes arrivent, on va venir on a une longueur d'avance. Je te remercie, Odette. C'est très apprécié. Tu nous fais une belle, je dirais, un beau portrait. Pas nécessairement joyeux ou pas joyeux, mais de qu'est-ce qui se passe, puis qu'il faut rester vigilant. Il faut garder le beau portrait, c'est parce qu'il y a encore des comités citoyens, puis il y a encore des gens qui se lèvent debout. C'est ça, mais un beau portrait dans le sens qu'il y a encore du travail à faire, il faut être vigilant. C'est dans cette optique-là que je pense que c'est important que tu viennes nous parler. Bien, merci, Mme Yvon. D'accord, je te remercie, Odette. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci!
Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel-de-Brandon, le 4 février, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Marcel Brunel, époux de feu Janine Brunel, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, Régent Brunel, Nicole Blouin, Francine Pellant, feu Gilles Brunel, Marie-Rose Brunel, feu Maurice Brunel, Lise Brunel, André Tellier, son filleul Patrick Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 février dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les cendres de M. Brunel seront déposées au columbarium Efterio de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 janvier, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Régent Saint-Martin, époux de Pierrette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Sylvie et son conjoint Nicolas Kervadec, Marie-Josée et son conjoint Marco Lalancette, Roxane et son conjoint Vincent Cospin, ainsi que ses petits-enfants Rebecca et Baptiste, sa sœur Pauline et son conjoint Robert Proulx, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Grégoire Roserbat, Hélène Grégoire feu Bernard Lavallée, Thérèse Grégoire Serge Lavallée, Huguette Grégoire feu Denis Saint-Martin, Armance Grégoire Jacques Forgette, Charles Grégoire Muriel Saint-Martin, Francine Grégoire René Asselin, Gilles Grégoire Claire Dubois, Régent Grégoire Monique Desroches, Alice Grégoire Michel Lajeunesse, Serge Grégoire Nancy McKellen, ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 22 février dès 12h30 en l'église de Sainte-Geneviève-de-Berthier où les funérailles auront lieu à compter de 14h30. Les cendres de M. Saint-Martin seront inhumées au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD Le Chanteau, le 30 janvier, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Jean-Jacques Chevalier, fils de feu Jean-Paul Chevalier et de feu Fleurette Bergeron, demeurant à Berthierville et natif de Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé ses frères Julien et Benoît, il laisse dans le deuil sa sœur, son frère et son beau-frère, Lisette Chevalier, Julien Chaussé, André Chevalier, feu Paulette Chaput, ses neveux, Francis Chevalier, Véronique Marcille, Ghislain Chevalier, Marie-Christine Gravel, leur enfant, Noam, Catherine, Galadriel et Victor, ses tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 23 février dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. M. Jean-Jacques Chevalier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 16 février, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Élise Boisvert, épouse de Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Lefebvre, Normand Labelle, José Lefebvre, Jocelyn Villot, ses petits-enfants, Sébastien, Maude, Joanie Guillaume, Ève, Sophie, Mélanie Benjamin, ses arrière-petits-enfants, Emma, Alexis, Antoine et Charlotte, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Desmarais, feu Jacques Boisvert, Guy Lefebvre, Doris Leclerc, Jacques Lefebvre, Janine Vallière, Jean Lefebvre, Laurent Lefebvre, Ghislaine Côté, ses oncles et tantes, sœur Aline Boisvert, Gilberte Côté, Gaspard Boisvert, Rémy Boisvert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage pour les bons soins prodigués à Mme Boisvert. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19h à 21h au complexe funéraire de Berthierville et le samedi 1er mars dès midi suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -10
un temps ressenti de moins 17. Mercredi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 17. Jeudi matin, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 15. Jeudi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 7. Jeudi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 13. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de moins 12, un temps ressenti de moins 18. Et voilà, ce sera tout pour votre météo.